Vous êtes toujours, quelle chance, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois, sans loi et sans courbette. Et vous allez tout de suite écouter la suite de l'émission Art Racaille, consacrée à deux artistes, deux frères artistes, les frères Darien, Henri Gaston, peintre normand, et son frangin, Georges Darien, écrivain. Voilà. Donc je prends la main pour vous parler de Gaston, Gastounet, le peintre, qui est né à Pantruche vers la fin du XIXe siècle. Pour ceci, et même le reste de sa bio administrative, rien à battre. Si vous voulez savoir quel jour il est né, quelle heure il est né, dans quel quartier il est né, vous allez sur le net et vous cherchez. Moi, je vous parle d'autre chose. De ceux que j'aime, boîte de peinture sous le bras, chevalet en bandoulière, battant le sable des grèves, le pavé duquel un port de pêche de la côte normande, Fécamp, Étaples et Trottard, un béret, le pantalon de velours côtelé tombant en plis lâches, le chapeau élégant et la veste cintrée, des godasses usées dans la poussière et l'humide des embruns marins, la main qui tient le pinceau serré entre des doigts agiles et tachés des couleurs qui font festoyer la toile. Une femme et sa grande épuisette pour pêcher la crevette, qu'on appelle les sautrières. Les sautrières, un nom dont je me souviens jamais. Même un camarade qui a une tête grosse comme un compteur à gaz de la compagnie justement du gaz. C'est tout ça. Voilà. Eh bien oui, une magnifique toile, pas énorme, mais une magnifique toile où on voit une grande femme pieds nus sur la grève et sa grande épuisette à la main de pêcheuse de crevettes qu'elle transportera sur des kilomètres dans les sacs de toile de jute, si lourds pour ses épaules épuisées par une journée à racler les fonds sableux. Ça existait. Et on a eu des peintures magnifiques de ces femmes à la queue leu en train de rentrer justement de quelques lieues d'Étaples où elles allaient pêcher à pied et où elles revenaient évidemment à pied le soir, les chaussures autour du cou pour pas les user. Eh bien, Henri Gaston Darien, peintre normand, lui aussi s'est intéressé à ces travailleuses de la mer. Voilà. Oui, elle quitte par exemple Étaples à l'aube et se cogne 5 lieues, voilà, pour y revenir le soir tombant, les pieds nus, pour ne pas user leurs chaussures. Un vieux au cabestan, un vieux marin qui est au cabestan au port, voilà, un cabestan sur le quai pour amarrer un bateau. Un enfant assis devant le feu de cheminée au cuit la soupe. Vous voyez, il est assez éclectique, notre camarade Gaston. C'est à l'intérieur normand aussi, on suppose que c'est un petit enfant de paysan, voilà. Et c'est aussi une toile magnifique. Vous voyez, c'est pas les grands machins, les grandes tartines qui glorifient la guerre, qui glorifient ceci, qui glorifient cela, monsieur, madame, non. C'est un peintre comme ces peintres de l'école de Visson qui s'intéressent surtout aux gens humbles, aux gens qui font vivre ces côtes de la mer du Nord. Voilà. Et puis aussi cette petite fille et un bébé sur le bord de la mer, sur le bord de mer, qui sont assis. C'est touchant, c'est naïf, c'est beau, c'est la vie des hommes, c'est la vie des femmes, c'est la vie des enfants de ces régions déshéritées. La cueillette aussi, une jeune femme qui cueille des fruits. Et puis on a aussi des vues des quais de Paris, la ville qu'il partageait avec la mer du Nord. 2 vies, 2 passions et 2 raisons de sortir peindre sur le motif. Ni Van Gogh, ni Cézanne, un peintre parmi des centaines qui écrivent des milliers disparus de l'histoire de l'art,
qui ont installé leur petit bazar de barbouilleurs ailleurs, on ne sait pas trop où, à poursuivre des chimères qui se refusent à leur pinceau encore et encore. Des foisons de coupons de toile de lin, coton, des kilomètres carrés de papier et de carton, des hectolitres de peinture, de pigments, de vernis, une myriade de pinceaux usés au cours de ces vies de rapins. Des vies opulentes ou crades, mais toutes oubliées. Parce que oui, dans ces peintres, oubliés aujourd'hui, il y avait des gloires à l'époque où ils peignaient. Il y avait aussi des rapins aussi complètement occultés, mais même qu'ils aient eu des vies opulentes ou crades, ils sont aujourd'hui tous oubliés. Des peintures brillantes ou tenues, ou ternes, et des bombes et des tombes, jamais plus fleuries, telle celle de Rosa Bonheur au Père-Lachaise, toute grise, le nom presque effacé et la mousse triomphante en lieu et place de roses rouges éclatantes. L'exemple d'une artiste jadis adulée et dont les œuvres font la fierté des cimaises de musées d'outre-Atlantique. Mais en France, une seule peinture à Orsay, le labourage nivernais. Pas la même sombre romance pour les musées de province, dernier refuge des relégués de la peinture figurative naturaliste du XIXe siècle, si je pouvais. Fille des sanctuaires parisiens de l'art, je ne déambulerai plus que dans ces lieux préservés de la France ignorée. Nos instants les plus riches d'émotions de nos pérégrinations et déambulations à la recherche de ces chers disparus des catalogues officiels. Merci Étaples, Fécamp, Lille, Roubaix, Tourcoing, Boulogne, Aix, Marseille, Nice, Antibes et tous ces petits patelins riches de trésors artistiques ignorés. J'oubliais Villefranche-sur-Saône près de Lyon et son musée municipal qui recèle des pièces magnifiques. Mais alors que nous avons une pleine hôte de toutes ces merveilles, j'en oublie la plupart dans ce papier. Henri Gaston d'Arien se ramène son pinceau et sa palette pour nous remettre au jus de la vraie histoire de la peinture qui, sans tous ces oubliés, ne serait qu'une coquille vide. Les grands noms deviennent chiants à force de radoter dessus. Et si leurs peintures ont un mérite quelconque, ce n'est pas en tartinant à longueur d'expo, d'articles qui bégayent toujours les mêmes salades, de bouquins d'art publiés jusqu'à la nausée qui vont nous apprendre quelque chose de très important, que nous sommes capables, sans tous fatras liés au pognon, de faire nos propres découvertes ou redécouvertes d'œuvres qui nous donnent du plaisir, pas frelaté. La terre, la mer, le ciel sont si difficiles à peindre. Les femmes, la femme, l'homme, l'enfant, dans les tâches de la vie, suffisent à notre jouissance. Merci Henri Gaston d'Arien, peintre sur le motif comme ceux qu'on aime et qu'aujourd'hui plus personne ne connaît. Ouais, merci Robert. Ouais, c'est vrai que moi j'ai les images là sous les yeux. Malheureusement, ça va être très difficile de rencontrer ces œuvres. Peut-être un jour par hasard, effectivement, dans un petit musée de province, on ne sait jamais. Mais une drôle de découverte, ces frères Darien. C'est mon ami Laurence, qui bouquiniste, qui me donne un jour Bas les cœurs de Georges Darien. Donc on lit tous les deux, on en avait déjà parlé. On est séduit par l'écrivain. Et on découvre qu'il a un frère. Et quand on découvre la peinture du frère, on se dit mais c'est tout ce qu'on aime, des peintures naturalistes sur les gens, les ports. C'est la peinture parisienne, comme tu dis, effectivement, les quais de Seine, la vie des quais de Seine. Et oui, la brodeuse, le ramoneur dans la ruelle, enfin ces bateaux sur les plages, ces départs pour la pêche, ces intérieurs. Et là, on est complètement séduit. Donc j'espère qu'on aura l'occasion un jour de voir ces tableaux pour de vrai, dans une petite salle quelque part, quoi. Oui, mais à Étaples, par exemple, qu'on connaît avec ma camarade, d'ailleurs, elle revient d'Étaples, la gueuse, où elle a même vu des phoques, pas loin de la Canche, des phoques sur une plage, des phoques gris. Voilà, non, mais c'est quand même quelque chose, la France, avec ses phoques, que tout le monde ignore. Là. Je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'en France, mais même en Méditerranée, il y en a des phoques gris. Voilà. Eh bien,
à Étaples, il y a eu, il y a quelque temps, une exposition de Gaston, voilà, dont on n'a pas eu vent, hélas, on ne peut pas être à l'écoute de tout ce qui se passe en France. Et on le regrette beaucoup mais on a vu quand même à Étaples l'école de Wissant, qui était aussi un grand moment pour nous de découverte d'une période de l'histoire de la peinture en France, une période magnifique, aujourd'hui oubliée. Ouais, mais espérons maintenant qu'on a ce nom dans la tête, on sera plus vigilant, et je pense que si on voit Henri Gaston d'Arien quelque part, on ira faire un tour et découvrir vraiment son travail, parce qu'effectivement, disparu de l'histoire de l'art, un de plus, mais nous, comme on aime bien les faire revivre, là, on lui consacre ce temps d'émission, le fait revivre un petit peu, quoi. Oui, mais il faut que vous soyez absolument convaincus que je dis bien des milliers d'artistes ont disparu de l'histoire qu'on consacre en général à l'art, pour ne laisser que quelques têtes d'affiche, comme on voit toujours les mêmes d'ailleurs, avec Picasso qui tient le flambeau. Mais bon, il y en a eu tellement d'autres, et puis pas des mauvais forcément. Regardez Rosa Bonheur, je suis désolé de revenir là-dessus, mais à 19 ans, elle a peint une foire aux chevaux qui l'a propulsée à la tête comme une grande artiste à 19 ans, voilà. Et pendant sa vie, si vous voulez, les Américains ont acheté tout ce qu'elle faisait pratiquement. Adieu, chers camarades, adieu, faut se quitter. Faut quitter la bamboche, à bord il faut aller. En arrivant à bord, on dans la coupée, prend l'officier de car il faudra se présenter, faudra se présenter. Sifflet du maître, poste d'appareillage. Autour du cabestan se range l'équipage. Un jeune quartier maître, sa garcette à la main. Aux ordres d'un second maître nous astique les reins. Nous astique les reins. Ah, quelle est triste et dure la vie de matelot. On mange des gourganes, on ne boit que de l'eau. On couche sur la dure, sur de vieux lits de camp. On fait triste figure quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas d'argent. Jour de fête et dimanche, il nous faut travailler. Comme les bêtes de somme qui sont chez nos fermiers. Un jeune quartier maître nous dit dépêchez-vous. Les forçats de Cayenne sont plus heureux que nous, sont plus heureux que nous.
une fillette qui avait des amants, bourlinguant tout là-bas à bord de bâtiments. Ah, soyez leur fidèles, gardez bien votre cœur à ces marins modèles qui ont tant de malheur, qui ont tant de malheur. Et toi, ma pauvre mère, qu'as-tu fait de ton fils? Marin, c'est la misère, marin, c'est pour souffrir. J'ai encore un qui dort dans son berceau. Je t'en supplie, ma mère, n'en fais pas un matelot. N'en fais pas un matelot. Et si je me marie et enfant, je leur casserai un membre avant qu'il ne soit grand. Je ferai mon possible pour leur gagner du pain, le restant de ma vie pour qu'ils soient pas marins, pour qu'ils soient pas marins. C'était Adieu, chers camarades, interprété par Marc Augeret. Donc moi, je vais revenir sur Georges Darien, donc le frangin écrivain, qui est un écrivain donc libertaire engagé, pamphlétaire, défenseur de l'idéal libertaire, auteur de pièces de théâtre et journaliste, rien que ça. Un nom qui pourtant n'est pas resté non plus tellement dans les mémoires. Donc Georges Darien, lui, est né Georges Hippolyte Adrien. Il est né en 1862 à Paris, rue du Bac. Donc son père est issu d'une vieille famille protestante et lui tient un magasin de nouveautés. Alors je pense que c'est un magasin d'objets divers et variés, quoi. Il a son frère, donc Henri Gaston, qui naît 2 ans plus tard, donc il est bien l'aîné. Et le Gaston était bien le plus jeune frère. Donc leur mère meurt quand ils ont 7 ans, et la famille Adrien va fuir Paris pendant la guerre de 1870 pour se réfugier à Versailles. Après la Commune, c'est le retour à Paris et Georges fait des études classiques. Il s'engage dans l'armée à la veille de ses 20 ans, mais ses révoltes et ses protestations contre la discipline lui valent de nombreuses punitions. Sa conduite lui vaut de passer devant le Conseil de guerre qu'il transfère au bagne de Gafsa Biribi, donc un bataillon disciplinaire en Tunisie. 33 mois de travaux forcés. De retour à Paris, il se rapproche du milieu anarchiste et commence une carrière littéraire et journalistique dès 1890. Il a 24 ans. Il rompt avec sa famille et s'installe rue de l'Odéon et commence son roman sur les conditions de vie au bagne. C'est les premiers contacts avec le monde littéraire et il propose à l'éditeur Savine son roman qui s'appelle Biribi, qu'il signe sous le pseudonyme Georges Darien. Savine accepte, mais retarde la publication par crainte d'un procès. Puis finalement, il renonce encore. D'autres éditeurs refusent également, et Savine va demander à Darien un autre roman qu'il écrit en 26 jours, qui s'appelle Bas les cœurs, qui est l'histoire de la guerre de 1870 à travers les yeux d'un enfant de 12 ans. Et c'est grâce au bruit fait autour du procès de Lucien Descaves pour ce roman antimilitariste sous off que Savine décide de publier Biribi. Donc Descaves est d'ailleurs acquitté et à la suite de Biribi, une campagne est lancée qui aboutit quand même, au moins sur le papier, à la suppression des camps disciplinaires. Georges Darien va publier Les Pharisiens, où là il attaque Édouard Drumont et sa presse antisémite. Il n'y aura pas de critique. Bon, c'est un échec et Darien est sans ressources. Il collabore à l'en-dehors sous le pseudonyme de Georges Randal. Alors Georges Randal, c'est le nom du héros dans le bouquin qu'il écrira par la suite qui s'appelle Le Voleur. Et donc il va aussi collaborer à la revue anarchiste de Zodaxa et il publie dans La Plume un article sur le peintre Maximilien Luce qui vante cet artiste libertaire, ce peintre des pauvres. 1893, il lance un pamphlet hebdomadaire, L'Escarmouche, dont il est le seul rédacteur, mais travaille avec des illustrateurs, donc il va travailler avec Toulouse-Lautrec, Villette, Ibels,
Et d'après ce que j'ai vu, son frère ferait aussi une des couvertures de l'Escarmouche. On n'a aucune information sur le lien entretenu entre les deux frères, quoi. Savoir s'ils se parlaient, s'ils avaient les mêmes idées politiques. Là-dessus, on n'a rien trouvé. Et puis c'est le vote des lois scélérates et Darien quitte la France pour Londres. On connaît très peu de choses de sa vie, ce qui va laisser quand même libre cours à l'imagination, au fantasme, qui vont associer la vie de cet écrivain à celle du héros, donc de son livre Le Voleur, qui s'appelle Randall. En effet, de 1891 à 1897, il disparaît. Il voyage en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, particulièrement à Londres, et là il revient avec le manuscrit de son roman Le Voleur. C'est un bouquin qui sera redécouvert en 1955 et d'ailleurs c'est cette dernière publication qui est faite par Jean-Jacques Pauvert qui va lui assurer la postérité. Jean-Jacques Pauvert dans son édition brune là, en papier craft. Mais Pauvert, faudrait qu'on fasse un truc sur lui parce que c'était vraiment révolutionnaire pour ça. Ouais, effectivement, ce serait bien qu'on revienne sur toute cette collection en plus aussi là. Donc, Darien collabore régulièrement à l'Ennemi du Peuple, qui est un bimensuel anarchiste. On est en 1904, il est membre de la délégation française au congrès antimilitariste d'Amsterdam, et là, il fonde l'association internationale antimilitariste des travailleurs. Il va écrire pour le théâtre une pièce consacrée à l'affaire Stanghel. Non, elle n'est pas coupable, dans laquelle il défend donc Madame Stanghel, qui est accusée d'un double meurtre, son mari et sa mère. Bon, la pièce sera un échec. En 1906 et en 1912, Georges Darien se présente aux élections législatives en tant que candidat de l'impôt unique. Il entend ainsi porter les idées de Henri Georges dans le premier arrondissement de Paris. Il échoue. Il est devenu secrétaire du syndicat des artistes dramatiques, donc vague secrétaire d'un aussi vague syndicat, c'est ce qu'on dira dans le Comédia du 16 avril 1910. Et là, il prend la défense du petit personnel exploité et il va lancer des boules puantes lors d'une représentation de la Tosca à l'Opéra Comique. Donc il passe au tribunal de police et il sera condamné à 5 francs d'amende et 25 francs de dommages et intérêts. 1914, donc Première Guerre mondiale, il s'installe à Bourron, près de Fontainebleau. Donc voilà, on revient à Bourron-Marlotte. On reste toujours dans les peintres du Nord, les peintres naturalistes de Bourron. On est toujours dans ce même environnement. Ouais. En 1919, Suzanne Darien, qu'il avait épousée en 1899, meurt. Il se remarie en 1921, quelques mois avant de mourir à Paris. Voilà. Et en 1955, il reçoit à titre posthume le prix des bouquinistes pour l'ensemble de son œuvre. Oui, et c'est un peu, si vous voulez, son frère, évidemment, le peintre, n'a jamais peint des barricades ou des choses comme ça, comme très peu de peintres l'ont fait d'ailleurs. Même Courbet n'a jamais peint une barricade. Mais quand même, il peignait quand même les gens, les humbles, les travailleurs, etc., de la mer particulièrement. Mais ce frère, cet écrivain, je le découvre avec ce que me raconte ma camarade, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, de penser que cet homme a consacré sa vie à la révolution, la révolution des idées, la révolution des mœurs, la révolution, lui aussi a consacré sa vie en quelque sorte aux gens de peu, comme on peut dire, comme disent les Versaillais, voilà. Je crois que j'ai lu, moi, ce bouquin. Les cœurs, on l'avait lu, oui, on en a parlé déjà dans une émission il y a quelques temps. Avec le petit garçon là, qui est à Versailles et puis qui, voilà. Non, c'est étonnant, ce 19e siècle, début du 20e aussi. Il a produit des personnages d'une envergure qu'on ne connaît plus aujourd'hui, quoi. Quand je pense à notre grand révolutionnaire, Bernard-Henri Lévy, on a quand même un peu le regret de ces gens du passé qui ont fait, eux, vraiment de leur vie, des romans, des romans de cap et d'épée, carrément, parce que pendant presque 10 ans, il n'a pas pu rentrer en France, il a bourlingué à peu près tout autour de la France, mais pas en France, parce qu'il risquait la tôle. Voilà, et puis tout jeune, s'engager dans l'armée, et puis s'en faire virer par une cour martiale et se retrouver à Birimi, bon, c'est quand même exceptionnel. Il y a des personnages comme ça,
même Malraux, enfin on peut peut-être comparer à des vies comme celle de Malraux un peu, voilà, qui était un voleur d'abord, et puis qui est devenu après un héros de la guerre d'Espagne, etc. Mais bon, si vous voulez, au XIXe siècle, c'était beaucoup plus courant, je trouve, parce qu'on a quand même trouvé des pointures dans l'histoire de ces gens oubliés, qui se sont battus pour des idées complètement neuves, de liberté, etc., etc. Voilà. Non, je crois que ma camarade a fait fort en sortant de l'oubli ce personnage et son frère. Ouais, merci Lolo, parce que c'est grâce à elle. Ah bah oui, Lolo, ouais, bouquiniste. Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain. Voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres, tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gris-dessous. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment? Pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. Donc c'était Ils ont les mains blanches, Marc Augeret. Donc la troisième partie, je vais lire deux extraits d'Arien, un extrait de Bas les cœurs et un extrait du Voleur. Et on va voir effectivement le grand ennemi de Darien, c'est la bourgeoisie. Donc il va vraiment se consacrer à ça dans ses bouquins. Et alors dans Bas les cœurs, on en avait déjà parlé, donc c'est à travers les yeux d'un enfant de 12 ans, dans leur petit, quand ils ont fui justement le Paris pour aller du côté de Versailles, comment ce gamin va voir comment cette famille qui se dit anti-prussien et tout, va finalement collaborer avec l'ennemi, puis même collaborer, fabriquer, donner du bois pour combattre après les communards. Donc il y a toute cette naïveté de l'enfant qui va comprendre un peu de quoi... qui va comprendre cette grande lâcheté de la bourgeoisie. Et de l'âge adulte surtout.
des adultes. Donc là, l'extrait que je vais lire, c'est pratiquement à la fin du bouquin. Donc ce jeune garçon voit que sa famille donc, collabore avec les Prussiens et l'armée française pour en finir avec les communards. Donc il va se réfugier chez le père Merlin en qui il a confiance et qui pense que ce père Merlin va pouvoir comprendre son désarroi parce que lui, il est menacé de pension, de finir en pension, et donc il va trouver ce père Merlin. Ce père Merlin qui est plutôt un anarchiste. Voilà, tout à fait. Alors voilà ce qui va se dire. Bah, dit le père Merlin qui cependant semble ému, je ne vaux pas mieux que les autres. Oh, si, et d'abord, vous ne feriez pas ce que fait mon père, vous ne livreriez pas aux Allemands les choses dont ils ont besoin pour canonner Paris. Voyez-vous, quand j'ai appris ça ce matin, ça m'a bouleversé. Il me semble que mon père est un brigand, un traître. Ton père est un bourgeois, mon ami, un bourgeois, voilà tout. Et le vieux parcourt la pièce, de long en large, les mains derrière le dos. Un bourgeois, parbleu. Et dire qu'à la maison on ne parlait que de patriotisme, de défense nationale, de guerre à outrance, on ne parlait que d'élever son cœur. Le patriotisme, murmure le père Merlin, qui semble se parler à lui-même, mais dont la voix s'élève peu à peu. Le patriotisme, une trouvaille du siècle, une création toute nouvelle, une invention des bourgeois émerveillés par la légende de l'an 2, hébétés par les panaches et les chamarrures de l'Empire. C'est drôle, ils en rêvent tous, ces idiots du plumet et de la ceinture à gland d'or des commissaires de la Convention aux armées. Le drapeau, voilà Thiers, le vieil assassin, l'homme qui a toujours fait litière de la justice et du droit. Il est au pinacle, il montrera encore le chacal et il pourra, si ça lui plaît, recommencer Transnonain. Qu'est-ce que ça fait? C'est un patriote. Ah, ils y tiennent à leur patriotisme, ils y tiennent comme on tient aux sentiments factices, ceux qu'on n'éprouve pas et qu'on se targue d'éprouver. Seulement, il y a la pierre de touche, l'intérêt. Oh, alors, les capotes en papier buvard, les souliers en carton, la poudre d'ardoise pilée, la viande pourrie, la farine avariée. Tiens, petit, tu serais à l'armée, toi, et le vieux me frappe sur l'épaule. Tu serais soldat, que ton père, entends-tu, ton père fournirait pour de l'argent aux Prussiens, de quoi établir les batteries qui devraient tirer sur toi. C'est dégoûtant, hein, c'est infâme. Oui, je sais bien, mais c'est logique après tout. Ou plutôt, ce serait logique s'il n'y avait pas le patriotisme, l'intérêt. Le paysan au moins ne cache pas sa haine de la guerre. Il ne se met pas de masque sur la figure. Il vous donnerait tous les drapeaux du monde pour un carteron de pommes. Mais le bourgeois, ce mouton affublé d'une peau de tigre, cet imbécile qu'un pluméran enragé et qu'une épaulette fait rêver de bataille, et qui ne comprend pas l'abruti, pourquoi les meneurs de nations tiennent à faire de temps en temps un charnier de leur peuple. La guerre, l'ignoble guerre. Ah, quand donc les peuples seront-ils là de s'entretuer? Quand refuseront-ils l'impôt du sang? Refuser l'impôt du sang? Ah oui, bien oui, Chauvin n'est pas mort. Attends un peu, mon garçon. Attends un peu, et tu verras de drôles de choses plus tard. Tout le monde soldat, tu verras ça. Plus de peuple, des armées. Plus d'humanité, du patriotisme. Plus de progrès, des drapeaux. Plus de liberté, d'égalité, de fraternité, des coups de fusil, à saleté humaine, à bêtise, à cochonnerie. Le père Merlin s'arrête devant moi. Je m'emporte, mon enfant, je m'emporte. Ces choses-là, vois-tu, la guerre, je la hais. Oh, moi aussi, je la hais. Toi aussi, demande le vieux en souriant. Tu as déjà des convictions? Et il ajoute très sérieux. Alors, tu souffriras. Ce sont les convaincus qui souffrent. Quand je rentre à la maison, reconduit par le père Merlin, des tas d'idées tourbillonnent dans ma tête. J'éprouve des sensations que je n'ai jamais éprouvées. Je rêve de fraternité et de justice, et tout le reste me semble très bas, très bas. Ah, c'est merveilleux, magnifique. Voilà, donc ça c'était pour Balaker, mais tout le livre est vraiment intéressant à lire, quoi. C'est difficile d'ailleurs de choisir quel extrait on va pouvoir lire. Et là dans le voleur, donc le voleur c'est donc le livre qui a été vraiment le plus connu, et on imagine que donc Darien, grâce à Pauvert. Voilà, et on imagine, oui, grâce à Pauvert, on imagine que Darien raconte effectivement ces années un peu mystérieuses, parce qu'on va voir ce Georges Randal qui
qui a été donc le père meurt et lui son oncle doit gérer sa fortune et en fait son oncle va le déshériter. Donc ce Georges Randal qui a toute cette enfance avec sa cousine Charlotte va faire ses études et quand il revient, la cousine Charlotte est promise à un parti plus intéressant et là il va faire son premier vol un peu par vengeance, c'est-à-dire que le soir des fiançailles il va aller voler les bijoux dans la famille de Charlotte, quoi. Ouais, très bien. Donc le livre effectivement va raconter tout le périple de ce Georges Randal, comment finalement il va devenir ce gentleman cambrioleur qui va voler toutes les propriétés de riches et bien aidé, et entre autres d'ailleurs c'est assez sympathique, il va être aidé au départ par un curé voleur, quoi. Gentleman. Donc Georges Randal a volé les bijoux et les titres de Madame Montareuil qui est la maman d'Édouard le promis de Charlotte. Quand je suis revenue de Belgique, où je n'avais guère passé qu'une semaine, j'ai trouvé mon oncle dans une colère bleue. Madame Montareuil, que j'avais rencontrée au bas de l'escalier, avec son fils, comme j'entrais, tenait son mouchoir sur ses yeux. Et Édouard, d'une voix lugubre, m'avait affirmé que le temps était bien mauvais. Les domestiques aussi avaient l'air fort affligés. « Mademoiselle Charlotte ne se mariera pas, m'a dit l'un d'eux. »« Hein ? Pourquoi qu'est-il donc arrivé ? » ?»« Une chose très malheureuse. C'est mon oncle qui me l'apprend, d'une voix secouée par la fureur. Il paraît qu'il y a 8 jours, juste la nuit qui a suivi mon départ pour Bruxelles, par le fait, les voleurs sont venus chez les Montareuil. Ils ont tout enlevé, tout, titres, valeurs, bijoux. Le secrétaire de Madame Montareuil a été forcé et mis à sac, c'est épouvantable. Horrible, dis-je, et on n'a pas arrêté les malfaiteurs, on n'a pas une indication qui puisse mettre sur leurs traces. Pas la moindre. On a vu pourtant à Surton 2 hommes passer en courant dans la rue vers les 5 heures du matin avec des paquets sous les bras. Des balayeurs ont donné le signalement de l'un d'eux, c'était un homme brun avec un pardessus vert et une casquette noire. Et l'on n'a pas retrouvé cet homme brun ? Pas encore, la police le recherche. Mais il n'y avait donc personne cette nuit-là chez Madame Montareuil ? Si, Marguerite, la femme de chambre, mais elle couche à l'étage supérieur et assure s'être endormie de bonne heure. Comme elle a le sommeil lourd, elle n'a rien entendu. On l'a mise à la porte sans certificat, tu penses bien. Et quel est le montant du vol à peu près ? 400 000 francs, à en croire Madame Montareuil. Mettons-en, si tu veux, 300 000. Le quart de ce qu'elle possédait, à mon avis. Si le vieux Montareuil avait encore été de ce monde, ce coup l'aurait tué, j'en suis sûre. Il tenait tant à son argent. Un homme d'affaires, naturellement. Et encore, je crois, plutôt usurier comme d'affaires, si la différence existe. Usurier, le mot est bien gros. Il n'a jamais eu maille à partir avec la justice, que je sache. Alors, et puis, c'est un philanthrope, un des fondateurs de la digestion économique. Madame Montareuil aussi a toujours été très charitable, ajoute mon oncle, qui ne se souvient plus de ce que je lui ai laissé, de ce que je lui ai entendu dire bien des fois dans ces moments de cynisme. Que la charité est la conséquence de l'usure et son arc-boutant naturel. Cette pauvre dame semblait bien désolée. Je l'ai rencontrée en arrivant. Oui, nous venions d'avoir un entretien qui n'avait guère dû lui mettre du baume dans le cœur. Que veux-tu ? J'ai bien été obligée de lui faire comprendre qu'une union entre son fils et Charlotte était désormais impossible. Entre la fortune que possédait Édouard il y a 8 jours et celle qui lui reste aujourd'hui, l'écart est trop considérable. Je pense, mon oncle, que vous avez été un peu vite en besogne. D'abord, Charlotte avait, je crois, beaucoup d'affection pour Édouard. Elle, Charlotte, elle n'aime personne, une idéologue qui trouve que la terre lui salit les pieds et qui rêve d'avoir des ailes. Ils sont dans la lune, les gens qu'elle aimerait. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs, sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Un gentleman cambrioleur, interprété par Jacques Dutronc, effectivement, qui fait penser dans le bouquin du voleur à ce Georges Randal qui ne vole que les riches avec sa mallette et son chapeau bien habillé. Et tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des rapins 100 fois sans l'eau et sans courbette, l'émission Aracaille, pour vous causer des expos qui sont les mêmes que celles de la semaine dernière, du FI au musée de Montmartre, les femmes et l'abstraction à Pompidou, au musée de la rue romantique rue Chaptal, Tempête et naufrage de Vernet à Courbet, au Luxembourg, peintre femme, naissance d'un combat. Le culturel. Alors, moi j'ai vu un film sur le chef de la Carlingue, Lafont, et son pote Bonnie, un ancien inspecteur de police. Là, c'est le doc, j'avais vu le film aussi, qui était intéressant, mais là, c'est un doc, avec des images d'époque et tout ça. Et si vous voulez, c'est assez instructif sur la dégradation des institutions en temps de guerre. C'est quelque chose d'assez horrible. Enfin bon, ça a existé, il ne faut pas se cacher derrière sa main. Voilà. Et puis, tu as lu quelque chose, Dominique ? Non, parce qu'en fait, j'ai lu quand même, j'ai regardé Le Voleur. Oui. Donc, j'ai lu une partie, j'ai lu Le Voleur de Georges Darien, et j'ai découvert une BD qui s'appelle Jujitsu Suffragette, les Amazones de Londres. Donc, c'est une bande dessinée qui revient sur ces suffragettes anglaises qui étaient menées par Emmeline Pankhurst et qui doivent affronter donc cette répression policière qui était assez féroce. Et comment elles ont fait ? En fait, c'était l'idée de retourner la violence des attaques policières contre eux-mêmes grâce au jujitsu afin de remporter la victoire qui a été le droit de vote en 1918, quand même bien avant les Françaises. Oui, les Français, et donc c'est 30 ans plus tard. Voilà, et donc c'est Edith Garout qui était considérée comme la première formatrice d'autodéfense féministe. Donc on va voir dans cette BD comment elle donne des cours de jujitsu et comment ces femmes suffragettes vont aller suivre ces cours. Non, j'aime bien le graphisme, c'est très sympa comme BD, et en plus c'est politiquement engagé, donc ça a tout pour nous plaire, quoi. Moi j'ai un bouquin de Stevenson, oui, celui qui a écrit L'île au trésor, je pense, ces choses-là, quoi. C'est La Bêche de Falessa. C'est une histoire d'un comptoir dans les îles Samoanes
un comptoir au XIXe siècle. C'est le héros, qui arrive pour remettre ce comptoir en état de fonctionner et qui se marie avec une Samoan, ou une Samoane, je ne sais pas comment on dit, une très belle femme, très mystérieuse aussi, très curieuse aussi, qui parle un sabir à peu près incompréhensible, mêlé d'anglais et voilà, il y avait, je sais plus quoi, c'est un nom, ça a un nom particulier, je me souviens pas tout de suite sur le coup. Enfin bon, la Belge de Falessa, je peux pas dire que je suis vraiment transporté par ce récit. On a connu des écrits de Stevenson un peu plus, comment dirais-je, exaltants. Là, c'est la superstition, c'est des tas de choses un peu glauques comme ça, et je suis pas convaincu. Mais bon, c'est quand même Stevenson, hein, il ne faut pas le négliger. Vous pouvez le lire, c'est pas un problème. C'est en poche, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Moi j'ai vu un film, j'ai vu justement Le Voleur, donc qui a été fait à partir du bouquin de Georges Darien. C'est un film de Louis Malle de 1967. Et je pense que c'est très fidèle au bouquin, quoi. J'avais envie de le voir justement, comme j'avais pas le temps de finir le bouquin, et ça m'a vraiment plu, quoi. C'est bien fait, c'est vraiment on retrouve bien justement tout ce que Darien a mis dans son bouquin, quoi. Bon, c'est Belmondo qui fait Georges Randal. Ouais, bon, il joue bien. Mais je l'aime pas. Il surjoue souvent, un peu trop. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans bruit, sans courbette, qui émet depuis un garni et qui diffuse sur internet à racaille.fr. Et tout de suite, je salue nos aminches, Claude et André de La Nation, Karine Ouzette de Montigny, les cheveux, Marie-Christine Béguet, partagée entre la Cévennes et le Gard, on ne sait pas trop où elle en est. On aimerait bien avoir des nouvelles, Marie, hein. Une graveuse zémérite, j'aime bien le zémérite. Claude et William, nos potes de Brest. On espère que tout se passe bien à Brest et que, si vous voulez, la canicule frappe toujours pour assécher un petit peu l'atmosphère de Brest. Bon, Jean-Paul Souvraz, un peintre magnifique de Coudekerque branche dans Schnour, la produit Dunkerque. Salut Polo, Claudine, une pote à ma camarade Piquet, Peluzzi Jean du Val d'Oise, salut Jeannot, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, trois jeunes artistes, dont Corinne tapissière, Anne-Emmanuel graphiste et Frédéric qui fait de très jolies aquarelles. Juliette Planck, une graveuse qu'on adore en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'est-ce qu'elle fout là-bas. Clément, un graveur qui taille tout ce qui bouge. Le Van Gogh de la gravure sur bois et sur lino. Agnès Dubar, une graveuse aussi, qui est en Bretagne Sud apparemment. Thierry Morciot, un graveur belge qu'on adore vraiment, dont on adore vraiment le travail. Colette, Jacqueline et Nicole, trois femmes d'artistes, dont deux en tout cas se démènent pour faire vivre l'œuvre de leur mec. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, vraiment, alors c'est grâce à Laurence, dite Lolo, que ma camarade a connu cet écrivain, Georges Darien, voilà. Et on a une pensée pour le compagnon de Liliane, de Laurence, Lolo, Bernard. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui a retrouvé son petit bistrot bien-aimé. Michel Pelloual, un peintre émérite aussi, de la cité radieuse où nous habitons. Marie-Christine et Christophe, deux militantes chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance. Oui, Cécile, on la sent toujours, ta cinquième puissance, et on t'aime. La Rose Flamboyante, qui anime deux émissions, sur une radio ONI, des émissions en direction d'une des enfants et deux des adultes. José Arthur, qui anime Le Mélange, une émission musicale tous les dimanches
après-midi, en fin d'après-midi, sur cette radio Omni. Anne-Isabelle Roubaille, libraire, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont on a évoqué le nom au cours de cette émission, on y revient toujours. Alice Amoroso, une jeune graveuse sur bois, sur lino, quelque chose, un talent fou, pourvu que les petits cochons ne la mangent pas. Antoine des Champignons, que connaît ma camarade Piquetto. Florence Quenu, la libraire de Bourg-en-Marlotte, une librairie magnifique, qui expose de temps en temps des peintres locaux. C'est comme ça qu'on a connu Anne-Isabelle Roubaille. Dominique Paula-Dardouin, une grande galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais on y pense toujours, on l'aimait beaucoup, et on chérit son souvenir. Marie-Pierre, une collectionneuse qui aime l'art, et c'est pas plus mal pour une collectionneuse. Colette Alain, deux collectionneurs aussi, un peu mécènes sur les bords, comme Marie-Pierre, qui sont des mécènes très agités. Marie Degnaud, une galériste vagabonde, dont toutes les expos qu'on a vues nous ont réjouis. Et Marie-Louise, une auditrice fidèle qu'on salue avec joie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr et on va se finir avec Mélismel, le Faut vivre. Ouais. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on
faut vivre.